Ben, je vais juste rebondir sur Amicalement Vôtre. Pourquoi cette chanson que vous allez pouvoir redécouvrir ensuite, si, sans crainte. Pourquoi Amicalement Vôtre? Alors c'est vrai que chaque morceau qui est diffusé dans le film, je me suis vraiment posé la question, je prends du temps pour les choisir, etc. Au moment où il y a Amicalement Vôtre, je cherchais quelque chose euh, qui ramène un peu à l'enfance. Et je pense en fait que quelle que soit la génération dans laquelle tout le monde a vu Amicalement Vôtre, ça passe, c'est comme ça, et cette mélodie, etc. Donc quelque chose qui ramène à l'enfance et à ce moment un peu d'insouciance au moment où la mort approche en fait. Voilà, c'est ce sentiment que je cherchais. Alors, plus pour une mise en perspective de votre cinématographie, je me suis rendu compte que je n'avais jamais vu votre premier long métrage. Très peu de gens l'ont vu. Mais je me demande si du coup le titre du premier long métrage pourrait résumer votre filmographie ou pas. Et donc c'est quelque chose d'organique. Alors ça, c'est pas à moi de le dire, hein, mais j'adorerais que la réponse soit positive. Voilà. Et pour rebondir du coup sur la matière film, moi, le premier film que j'ai vu de vous, c'est le Pornographe, où la matière même est pour moi un des enjeux du film, en tout cas le genre même, et où la question du tournage et de qu'est-ce que la pornographie est essentielle. C'est-à-dire que pour pitcher, si je ne me trompe pas, enfin, même si c'est un très les termes de dire de pitcher, vous faites appel à Jean-Pierre Léaud, qui incarne un réalisateur qui a été un grand réalisateur à l'époque de la pornographie, qui s'est fait dépasser comme le genre même par l'arrivée de la vidéo et d'un cinéma commercial, enfin du porno, qui du coup... Et de la loi sur le X. Oui, et de la loi sur le X, sur un classement spécifique avec une taxation spécifique qui a tué le genre, enfin, et qui du coup ont fait appel à lui pour réaliser un film pornographique. Il fantasme la possibilité, c'est un des axes narratifs du film, il fantasme la possibilité de faire un grand film pornographique et de redonner au genre ses lettres de noblesse. Et on voit que le producteur va prendre le dessus et va imposer l'esthétique même de ce qu'est le porno. Euh, et du coup, quelque part, je ne dis pas que le film est scolaire, loin de là, mais en tout cas, le film permet d'avoir une sorte de lecture de l'évolution du cinéma des années 70 aux années 90. Et moi, je vous ai découvert à travers quelque part un cinéma qui assoit deux genres, ou en tout cas en tout cas d'avoir le cinéma d'une époque qui regarde peut-être le cinéma d'une autre époque et qui dessine aussi quelque chose qu'on va peut-être sans doute aborder à un moment donné, mais qui esquisse le rêve et la réalité, c'est-à-dire le fantasme de ce qu'aurait pu être le cinéma et de ce qu'il n'est pas. Mais quelques années plus tard, vous avez pu vous-même fantasmer votre cinéma. Ce n'est pas réellement de question, mais ça me permet d'essayer de vous lancer quelque part. J'aurais préféré une question. Non, alors le pornographe, il y a beaucoup, beaucoup de sujets dedans, hein. C'est-à-dire que, en fait, il y a une phrase que j'ai mis très tard dans le générique, à la fin du générique, parce que je voulais pas non plus que si elle soit trop tôt, elle aiguille trop le spectateur, mais c'est une phrase de Pasolini qui dit l'histoire avec un grand H, c'est la passion des fils qui voudraient comprendre les pères. Donc voilà, c'est tout un film sur la filiation. Il se trouve que moi, je suis né en 1968, ce qui n'est pas simple. Parce que donc enfant de parents d'une génération qui ont extrêmement fait pour la liberté, pour etc. Et nous, on se retrouve un peu derrière, et c'est ce que dit, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps, mais de mémoire, Jérémy Régnier à son père, Jean-Pierre Léaud, il lui dit, mais nous, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment exister, en fait? Donc il y avait une réflexion sur la filiation cinématographique, les pères de cinéma, filiation politique, comment aujourd'hui ma génération, qu'on a un peu traité de génération grise, hein, et à juste titre, pouvait-elle s'inscrire politiquement dans le monde? Et puis après, filiation intime. Et là, bon voilà, c'était qu'est-ce que c'est que d'avoir un père qui fait de la pornographie? Enfin voilà, c'était vraiment l'axe du film. Sur la pornographie, moi je me souviens par exemple avoir dîné il y a très longtemps avec Bruno Nuiten, donc un des plus grand, sinon le plus grand chef opérateur français, qui a mis fin à sa carrière il y a pas mal de temps.
et qui me disait, mais nous, on faisait des films porno le lundi, et puis le mercredi, on partait sur un film de Marguerite Duras, etc. Et on pouvait faire le Duras gratuitement parce qu'on gagnait de l'argent avec le porno. Enfin, bon, j'imagine que ça a été supplanté par de la pub. Aujourd'hui, un chef-op pourrait dire, bah, je fais une pub Lévis et après je fais un film d'auteur pour pas cher. Enfin bon. Donc le cinéma pornographique, c'est vrai qu'il était populaire, il était sur les Champs-Élysées, etc., jusqu'en 1975, et la loi sur le X qui a donc interdit les cinémas de programmer de la pornographie. Moi, ce que j'ai voulu, c'était pas tant que je m'intéressais à la pornographie, quoique on peut toujours s'intéresser à qu'est-ce que c'est qu'une image pornographique. Est-ce que c'est ce qu'on y voit? Est-ce que c'est le sens qu'on y met? Est-ce que c'est... Bon, ça, c'est vrai que ce sont des choses qui m'ont pas mal intéressé. Mais j'aimais bien l'idée de prendre un cinéaste, entre guillemets, marginalisé. Et d'ailleurs, la première personne à qui j'ai proposé le rôle, c'était Philippe Garrel. La deuxième, c'était Jean-Luc Godard. Et la troisième, c'était Maurice Pialat. Les trois m'ont dit non pour 3 raisons différentes. Et après, j'ai dit, bon, je vais arrêter les cinéastes. Et je suis allé vers Jean-Pierre, qui a été mon premier choix d'acteur. Mais il se trouve que, par exemple, sur ce film, j'ai eu 5 procès. Notamment un au Conseil d'État, donc procès en urgence pour qu'il soit déprogrammé, etc. Donc pour pornographie, parce qu'il y a des images pornographiques. Et c'était intéressant le débat, parce qu'en fait, ça tournait autour de, oui, en effet, il y a une fellation, une éjaculation faciale, etc., mais est-ce que ça rend le film pornographique pour autant? Donc quel est le sens d'une image, etc. Donc c'est toutes ces choses-là, quand Jean-Pierre Léaud essaye de faire un beau film, il essaie de sortir du cadre, en fait. Parce que la pornographie, le cinéma porno, a des règles. Et si on déroge aux règles, si on sort du cadre, bah, le spectateur sort de son fantasme. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous similaires. C'est pour ça que, par exemple, il y a aussi cette manière de jouer, très blanche, comme ça, parce que tout d'un coup, si ça s'incarne psychologiquement, on peut se reconnaître dans un personnage et on ne veut pas voir ça, etc. Donc il faut... Le cinéma pornographique est fait pour être une sorte de feuille blanche, en fait, enfin d'écran blanc dans lequel on projette ses propres fantasmes. En tout cas, il ne faut pas mélanger les fantasmes, il faut que ce soit... C'est très, très, très codifié. Et ce que fait Jean-Pierre dans le film, c'est que, par exemple, il veut décodifier tout. Il tourne une scène où les couples sont en train de baiser de manière pornographique et il demande à l'actrice de dire à ce moment-là « je t'aime ». Et ça, c'est impossible, parce que tout d'un coup, on rajoute du sentiment, alors qu'on est dans une espèce de pulsion sexuelle où on ne veut pas de sentiment. Donc voilà, j'aimais bien mettre ça comme ça, et puis montrer aussi la solitude de certains cinéastes marginaux, qu'ils soient pornographiques ou autres. Et après, le film se termine par un très long entretien entre Catherine Mouchet et Jean-Pierre Léaud, où il fait un petit peu une historique de cinéma pornographique en disant qu'en fait, lui, c'était sa manière d'être révolutionnaire. En 68, il y en a qui sont descendus dans la rue, lui, il a fait du porno. Voilà, c'était une manière de bousculer les codes, de bousculer les mœurs, etc. Et tout ceci a existé. Le cinéma porno n'est plus du tout devenu révolutionnaire. C'est vrai que d'abord, il est devenu beaucoup plus commercial, et puis ce n'était plus du tout son but. Son but, c'était juste de gagner de l'argent, quoi. Ce qui devenait même son but ici sur le film, hein, ceci dit. Enfin, oui, complètement. Oui. Après, sur le rêve et la réalité, c'était aussi une réflexion sur la solitude, en fait. C'est-à-dire, à un moment, de mémoire, il a un film qu'il a en tête depuis longtemps, il essaie de le faire, il le rêve. Voilà, tout cinéaste a des films qu'il ne fera jamais, qu'il n'a jamais fait. Moi, j'appelle ça les films fantômes. Donc des films qu'on écrit, qu'on n'arrive pas à financer, et c'est assez douloureux, mais ça c'est le lot de tous les cinéastes. J'appelle ça fantôme parce qu'en fait on continue à vivre avec. Une fois qu'on fait un film, que le film sort, on a expulsé quelque chose, on peut accueillir autre chose. Quand il sort pas, on vit toujours avec. Mais il y a des films fantômes dans l'histoire du cinéma qui sont très connus. Le Napoléon de Kubrick, La Genèse de Bresson, enfin tout ça c'est des films fantômes qu'on a quasiment visualisés comme s'ils avaient été faits. Enfin, ils font autant partie de la filmographie de leurs cinéastes que les films qu'ils ont faits, en fait, quelque part. Quand c'est ce niveau-là, quoi. Hein. Et je sais que moi, j'aurais vraiment aimé faire à un moment un livre d'entretien avec des cinéastes en disant qu'est-ce que vous faites des films que vous n'avez pas réussi à faire. Enfin, je trouve que c'est un sujet vachement intéressant, les images qu'on n'a pas pu faire. Vous écriviez sur le cinéma avant de réaliser. Moi, je me pose toujours la question de savoir ce qui fait qu'à un moment donné, où on ose, où on y va. Qu'est-ce qui a J'ai jamais vraiment écrit sur le cinéma. Hein. C'est vrai que régulièrement, on me propose des textes.
Est-ce que ça t'intéresse d'eux? Mais j'ai pas été critique. Puis moi, mon premier métier, ça a été vraiment, vraiment la musique. Et je suis passé du jour au lendemain de la musique au cinéma. Et de temps en temps, j'écris un texte, mais ça n'a pas été une période. J'en ai encore écrit un il n'y a pas très longtemps. Enfin, voilà. Je reformule, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé de la musique à la réalisation? Alors, en fait, j'étais ce qu'on appelle musicien de studio. C'est-à-dire j'accompagnais des artistes soit en studio, soit sur scène. C'est une sorte un peu de mercenaire, hein. Ça marchait plutôt très bien. Et c'était une époque où la musique marchait très bien, où je gagnais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis à l'âge de 24, 25 ans, je me suis dit, ok, c'est génial parce que tu as fait le tour du monde, machin, etc. Mais est-ce que j'ai envie de cette vie-là 15 ans plus tard, etc. Et je connaissais très peu le cinéma. Et j'avais fait une tournée de 3 ans dans laquelle j'avais gagné beaucoup d'argent et économisé la moitié de mon salaire. Et je me suis dit, bah, je vais tenter, voir si le cinéma, c'est pas un territoire qui m'intéresserait plus longtemps. Et j'ai commencé à voir des films, vraiment à m'intéresser au cinéma au moment où j'ai commencé à en faire, en fait. Et alors là, de manière, peut-être pour rattraper le temps perdu, mais de manière très très obsessionnelle, maladive. Enfin, j'avais la chance d'habiter Paris, donc qui est un endroit où il y a des rétrospectives tout le temps. Enfin, il y a du cinéma de patrimoine. Enfin, parce qu'évidemment, c'était un moment où on avait moins accès aux films qu'aujourd'hui. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, par une intuition presque, beaucoup plus que par une passion. Je me suis replongé dans une interview de vous où je me questionnais par rapport à Nocturama, ce qui avait déclenché la construction narrative. Et si je ne me trompe pas, votre réponse était plutôt de dire que c'était d'abord la forme, et que c'est formellement que le film se construit. Est-ce que ce rapport à la forme s'est fait de film en film? En fait, c'est que quand je me dis, tiens, le prochain film, ça pourrait être autour de ça. C'est impossible pour moi de prendre une note tant qu'il n'y a pas, en effet, la forme qui vient avec. Donc j'avais envie en 1910. Putain, qu'est-ce que je suis vieux quand même. À l'époque où je faisais du cinéma muet, en 2010, quand j'ai eu l'idée, quand j'ai eu envie de faire un film très contemporain qui reflèterait une sensation que j'avais, qui était celle d'une ville très tendue et qui à un moment allait exploser, bon, je disais, ok, c'est bien, c'est une idée, ok, mais comment le raconter? Et tout d'un coup, j'ai eu l'envie que ça ne passe pas par un discours, mais que ce soit fait comme un film de genre, presque, comme un film d'action, puisque peut-être... deux des films qui m'ont le plus inspiré pour ça, c'est Le Zombie de Romero et Assaut de John Carpenter, donc vraiment du cinéma de genre, mais qui sont aussi vraiment des films politiques. Alors, il y a eu beaucoup de textes là-dessus et qui le sont, mais vraiment réellement. Et puis après, je me suis dit, ok, si on était en 1978, je pense que des jeunes qui se baladent et qui mettent des bombes et qui font tout sauter, ça suffit. Mais en 2010, ça suffit pas parce que le monde n'est plus le même. Et il me faut une deuxième partie, etc. Et là est arrivée l'idée du grand magasin et donc du monde à l'intérieur du monde, de cette recréation d'une pseudo-perfection. Et je me suis dit, bah voilà, là j'ai un film vraiment en deux parties, scindé en deux, comme le cerveau, avec une première partie qui sera quasiment sans un mot, tout en mouvement, tout à l'extérieur, et une deuxième partie où le groupe se reforme la nuit et tout en intérieur. Des fois, ça suffit comme rigueur formelle presque pour se dire bon voilà, j'ai mon film, il tient, ça tenait sur j'avais une feuille A4 comme ça avec les deux parties, je mettais des mots, mouvement, immobilité, des trucs comme ça. Première partie avec du score, deuxième partie la boîte, le grand magasin comme un jukebox. Enfin, c'est des mots qui moi me suffisent après pour me dire bon voilà, j'ai ma forme, je peux commencer à écrire. Je vais rebondir sur le mot cerveau parce que vous l'avez évoqué hier après la projection de Coma. Vous avez comparé une salle de cinéma à un cerveau. La construction de Coma, quelque part aussi, dans Oui. un jeu de contamination, ou en tout cas du coup, quelle est l'importance de cette idée objectuelle ou sensitive du cerveau dans votre manière d'aborder les choses? Et là, on retouche à l'organique. Ouais. Non, mais
Alors je rebondis sur quand même une des choses les plus mystérieuses, pas du cinéma mais de la vie. Hein. C'est, pour reprendre presque une conférence de Gilles Deleuze, qu'est-ce qu'une idée, quoi. Comment vient une idée, pourquoi on la trouve bonne, pourquoi on la trouve mauvaise, et comment elle arrive. Et c'est la chose, pour moi, je trouve, la plus mystérieuse au monde. Quand on a une idée qu'on trouve vraiment bien, c'est quand même un miracle en fait, et ça arrive vraiment pas tous les jours. Hein. Donc, j'essaie dans un premier temps de me mettre dans l'état d'accueil d'idées. Euh, chacun a ses trucs. Hein. Ça peut être très tardivement en écoutant de la musique et en buvant un whisky. Ça peut être en marchant dans des jardins. J'ai un jardin dans lequel je marche beaucoup, beaucoup, qui est très carré, qui est très structuré, et donc qui m'aide psychanalytiquement presque. Et voilà, après, quand on accueille ces idées, après, il faut évidemment les travailler. Mais ce moment de l'accueil de l'idée, qui fonctionne beaucoup par association d'idées, et le cerveau fonctionne par association d'idées. On pense à quelque chose et tout de suite on est parti là et on revient là, etc. Et j'adore ça, j'adore qu'un film puisse marcher aussi par association d'idées. Alors, Coma est l'exemple le plus flagrant, puisque ça en est presque le sujet. Mais même dans les autres films, dans la construction, quelle scène viendra, quelle est la scène 13 après la scène 12, pour moi, c'est pas du tout évident que ce soit une avancée narrative. Ça peut être une avancée avec une association d'idées qui peut passer par quelle image après celle-ci ou quelle musique après ce silence, etc. Donc je fonctionne beaucoup comme ça. Ouais. Il y a un rapport au temps qui peut être singulier, très différent d'un film à l'autre, mais très singulier. Coma peut être, enfin, il est situé dans une idée de confinement, mais il est hors du temps. Zombie Child peut avoir un rapport au temps aussi. Est-ce qu'on est dans la réalité, pas dans la réalité, à quel niveau on est? Au niveau de la Polonie, ça se retrouve aussi. On est dans une sorte de huis clos assez étrange, où temporellement on ne sait absolument pas où on est. Et Saint-Laurent, il y a aussi ce rapport-là aussi. Donc quel est votre rapport, alors démultiplié, mais ce rapport au temps, le temps? Et alors le prochain, ça va être encore pire. Hein. Non, mais c'est quelque chose, j'aime bien que plus on avance dans le film, plus la mise en scène, le montage fait mais les personnages aussi perdent le rapport à une temporalité de réalité pure pour s'enfoncer dans quelque chose où en effet, on perd un peu le sens du réel. Je me sers beaucoup, alors ça se voit vachement dans ce film, mais du montage pour ça. Des retours en arrière, des changements de point de vue. D'un coup, on ne sait plus si. À la fois, c'est très précis, mais on perd un peu le sens de l'avancée classique narrative chronologique. Est-ce que entre l'écriture, le tournage, le montage, il y a énormément de choses qui changent, ou est-ce que vous vous rendez compte plutôt de manière quasi systématique au moment du montage qu'en fait vous êtes très fidèle à vous-même? Alors, dire que je suis très fidèle à moi-même, ce serait le dire gentiment. Je pense que je suis très obsessionnel. Voilà. Et c'est vrai que je sais que certains collaborateurs et collaboratrices souffrent un peu, mais je suis obsessionnel de manière très gentille. Hein. Mais en fait, c'est vrai que le film, au final, ressemble énormément au scénario au final. Parfois, je tente des choses. Par exemple, quand on arrive en montage, je dis exactement comment j'ai pensé les choses. On regarde le film, ça ne marche évidemment pas. Sinon, je serais génial. Donc, on casse, on restructure, on remalaxe, on machin, etc. Et en fait, on s'aperçoit que par un chemin un peu complexe, on retombe sur le scénario, mais reconstruit non pas avec les mots de l'époque, mais avec les images de l'instant présent. Mais je retombe quand même sur le scénario. Ouais. Sur quelque chose d'organique. Sur quelque chose d'organique, oui. Est-ce qu'il y aurait questions ou commentaires? Quel conseil vous donneriez pour faire face à la page blanche, du coup? Donc, vous parliez de l'association d'idées et de ne pas écrire de manière forcément hyper narrative. Quel conseil vous donneriez pour les moments où on se frappe un peu la tête sur son bureau? Alors, quel conseil je donne après, chacun ses trucs. Hein. Mais par exemple, moi, si à mon bureau, je suis sur une scène et que je bloque, je sors de chez moi, je vais dans un jardin sans téléphone et je fais des tours de jardin jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution.
Et parfois, ça peut venir en 10 minutes et parfois en 4-5 heures. Mais je ne remonte pas tant que je n'ai pas trouvé la solution. Après, la page blanche, je veux dire, il faut l'accueillir comme étant aussi partie du travail. Elle fait partie du travail. Et il faut peut-être 5 jours où on n'avance pas pour 1 heure où tout d'un coup on débloque, quoi. Il faut pas la prendre comme quelque chose de paniquant ou de manque de talent ou de manque d'imagination. Elle fait partie du processus. Quelqu'un qui me dirait moi je ne connais pas la page blanche, je commencerai à me méfier de son talent, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a certains écrivains qui évoquent le fait, donc là on est vraiment sur une écriture romanesque, ou autre, mais qui évoquent le fait qu'ils se mettent à leur table, à leur bureau, de telle heure à telle heure. Quand vous êtes en phase d'écriture, est-ce que vous fonctionnez de cette manière-là ou pas du tout? Moi je fonctionne, oui, je fais 9h, 14h. Et après, l'après-midi, je la réserve plus à prendre des notes ou faire de la recherche, de la documentation. Et le soir, à rêvasser, prendre des notes beaucoup plus brouillonnes. Et à 9h, relire les notes de la soirée pour vraiment être assis. Oui, je suis assez... il y a un côté un peu dans l'écriture, tout le monde le dit, hein, c'est un peu comme la gym, quoi. Plus on est régulier, moins on souffre. Et d'ailleurs, quand on n'écrit pas pendant longtemps, parce que par exemple on était en tournage et qu'il faut se remettre, les premiers jours, voire les premières semaines sont vraiment très 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 difficiles. Donc c'est pour ça que la discipline chez moi fait du bien. Il y a des gens au contraire, ils aiment bien être plus anarchiques, mais ce rapport au temps, il est aussi sur les projets, dans la manière comment les projets, pas dire qui se périscopent, mais qui vivent un peu en satellite les uns des autres. Vous aviez déjà Nocturama en tête, que vous étiez sur l'Apollonide, il y a Saint-Laurent qui vient. Comment est-ce que ça se nourrit, comment ça se construit, comment on arrive à gérer les choses? Ce qui est très compliqué quand on fait un film, c'est la temporalité, parce que c'est tellement long de faire un film. Enfin, des fois, il y a des jeunes cinéastes qui me disent qu'est-ce qu'il faut comme qualité, etc. Je dis, c'est de l'obsession, quoi, parce que si les gens se lassent vite, si au bout de 6 mois on se lasse de quelque chose, on n'a même pas commencé de finir le scénario. Enfin, donc voilà, plus le financement, plus donc on essaye de travailler sur trop de projets en même temps, dilue le désir, parce qu'il faut quand même être un peu obsédé. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse aimer tant de femmes en même temps que soi. Et en même temps, il faut un peu prévoir qu'est-ce qu'on va faire après, commencer à y aller, mais peut-être avec des degrés de désir différents. Il se trouve que moi, je voulais faire Nocturama juste après l'Apollonide. Je voulais vraiment revenir au contemporain. Que quand l'Apollonide est sortie, il y a des producteurs qui m'ont dit on aimerait te proposer un film sur Saint-Laurent qui soit avec un gros budget, etc. Et ils m'ont dit c'est maintenant, quoi. Donc je suis allé voir le producteur de Nocturama en disant écoute, je suis désolé, mais on se retrouve dans 2 ans. Et il a tout à fait compris. Et par ailleurs, c'était pour le mieux parce que je pense que je n'aurais jamais financé ce film si j'avais pas fait Saint-Laurent. Parce que c'est quand même un film qui coûte cher, avec personne de connu, avec un sujet ardu. Mais comme Saint-Laurent est un film qui a beaucoup marché et qui s'est vendu partout dans le monde, quelque part, j'avais un petit joker. Je pouvais faire un peu ce que je voulais, quoi. Donc voilà, ça s'organise aussi avec beaucoup de hasard, de rencontres. Là, je suis en train de monter un film que je vais finir dans quelques mois et évidemment, je me pose la question de l'après parce que si je ne veux pas tourner en 5 ans, il faut que je commence à me la poser tout de suite, quoi. Voilà. Vous êtes aussi producteur de vos films. Est-ce que c'est un gage de liberté ou est-ce que c'est au contraire encore plus contraignant, encore plus de travail et une casquette à gérer en plus? Alors c'est les deux. Je suis devenu coproducteur ou producteur pour avoir la liberté d'imposer aussi certaines choses. Alors c'est une charge de travail très forte. Après, c'est très schizophrène parce qu'en fait j'ai une partie de mon cerveau qui veut dépenser et l'autre qui veut économiser. Donc ça c'est compliqué à gérer. Et en même temps, c'est dans cette connaissance des devis, des budgets, etc., que peut-être on est le meilleur pour mieux utiliser l'argent.
Par exemple, tous les films sont sous-financés, on n'a jamais assez, mais je suis peut-être le plus apte à dire si je préfère couper 40 figurants ou 3 projecteurs. Donc, j'essaye de considérer que la production et la mise en scène, c'est un peu comme un champ contre champ, c'est-à-dire que ça travaille ensemble et non pas l'un contre l'autre. Après, il y a cette phrase de Francis Ford Coppola, qui est aussi producteur et réalisateur, que j'aime beaucoup. Il dit quand on est producteur et réalisateur, il y en a forcément l'un des deux qui gagne. Dans mon cas, ça a été réalisateur et j'ai été ruiné. Donc voilà, c'est une réalité, on se bat contre soi-même. Ici, si on s'intéresse sur Nocturama au casting, on a à la fois des comédiens connus, ou en tout cas qui avaient déjà fait quelques films avant, des inconnus totaux aussi. Comment s'est fait le casting et quelle était la volonté aussi derrière? Et puis, ce qu'on voit ici dans Nocturama, ce qui permet de faire un lien avec d'autres films, on retrouve Adèle Haenel qui était dans La Polonide, mais dans Saint-Laurent, on retrouve Jérémy Régnier qui était dans Le Pornographe. Donc de savoir comment en fait vous voyagez de film en film, parce que Zombie Child aussi, l'actrice se retrouve dans Coma, et donc de voir comment il y a un rapport peut-être de famille qui se dessine, une certaine fidélité ou non, du coup après derrière votre rapport aux comédies. Alors d'abord sur le casting de celui-ci, en fait j'ai fait exactement comme La Polonide. Bon là je crois qu'ils sont 10, La Polonide elles étaient 12. Mais comme je voulais des couleurs un peu différentes, j'avais choisi et pour La Polonide et pour Nocturama de faire un choix d'avoir 2-3 comédiens. Parmi ces 2-3, peut-être un ou deux qui ont fait une école, un qui a été repéré dans la rue, des gens vraiment repérés dans la rue, etc. Pour pas avoir pour avoir une vraie hétéroclité. Donc on lance ces castings tout en parallèle comme ça. Hein. Donc là, oui, il y avait Finnegan, Oldfield, etc., qui étaient plus identifiés, Manalisa, etc. Et à l'intérieur de ça, aller chercher des gens. Là, dans celui-là, on est allé chercher des gens qui faisaient des manifestations anarchistes, des choses comme ça. Bon, essayer de trouver une autre incarnation et que ce mélange fonctionne. C'est comme la Polonide, je disais toujours, on va essayer de faire un bouquet de fleurs avec que des fleurs différentes, mais que le bouquet soit beau. Donc la première fille, elle est plutôt assez facile à trouver. La deuxième aussi, mais il faut que la fille soit bien et qu'elle aille avec la première. Et que la dernière, j'ai mis plusieurs mois à la trouver parce que voilà, quelle est la fleur qui manque pour avoir ce bouquet. Donc ça fait des castings très très longs, mais que je trouve vraiment passionnants à faire. Après, il y a les autres films avec des acteurs plus connus. Oui, je ne cherche pas à retrouver les acteurs, mais quand je les retrouve, c'est un plaisir. Par exemple, Jérémy sur Pierre Berger, au tout début, j'étais pas du tout convaincu. Il se trouve que ils étaient très 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 proches avec Gaspard, et que comme moi, je ne montre pas la naissance de leur histoire d'amour, rien que de les voir ensemble dans les essais, par exemple, il y avait un truc qui existait, mais qui existait parce qu'ils le vivaient eux-mêmes. Et donc je me disais, bah tiens, on va croire à leur amour immédiatement. Et du coup, ça m'a fait plaisir de retrouver Jérémy, je ne sais plus combien d'années après, 13 ans, 13 ans après. Et peut-être que dans 10 ans, je le retrouverai encore, et c'est assez joyeux. Je devais retrouver Gaspard pour 2 films. Bon, la vie en a fait autrement. Donc, Léa Seydoux, c'est mon 3e avec elle. Oui, ça fabrique un peu des familles et des retrouvailles, en fait, ouais. Mais Léa, je me suis aperçu que je l'ai filmée à 20 ans, je l'ai filmée à 28, là je la filme à 38. Il y a ça aussi que je trouve assez beau. Moi, Pardon. Je me demandais ce que vous faisiez faire aux acteurs non professionnels en casting, et ensuite, sur le tournage, comment vous vous y preniez en termes de direction d'acteurs. Là, par exemple, pour les mettre dans des situations comme ça de tension forte et de stress, comment vous vous y preniez? Alors, en casting, sur les non-professionnels, hein, c'est ça? D'abord, je les écoute beaucoup parler. Parfois, j'écoute pas vraiment d'ailleurs, mais je regarde quand ils parlent, comment se tient leur corps, qu'est-ce qu'ils font de leurs mains, quel est le grain de la voix, etc., etc. Et alors, je dis ça un peu pour tous les personnages, mais encore plus avec des non-professionnels. Le personnage qui est joué par un acteur non professionnel, c'est vraiment 50% de ce que moi j'écris, et c'est 50% de ce qu'il amène. C'est-à-dire il faut accueillir l'autre tel qu'il est. On ne peut pas demander à un non professionnel
d'arriver et d'être quelqu'un et vouloir le transformer complètement. Il faut continuer à chercher dans ces cas-là. Donc j'essaie d'être le plus dans l'accueil de sa démarche, de ce qu'il emmène même intellectuellement, de son regard, etc. C'est pour ça, par exemple, sur ce film-là, on regardait un peu dans les manifestations anarchistes, voir comment... voilà, c'est... Après, sur le plateau, en fait, peu de choses. J'essaie que tout soit fait avant. Pour moi, mon travail de direction d'acteur, c'est d'amener, et alors là, qu'ils soient professionnels ou pas, les comédiens et les comédiennes dans le meilleur mood possible, dans le mood le plus proche du film possible. Et ça se fait par se voir souvent, ou j'écris beaucoup de mails, j'envoie beaucoup de musique, je donne pas d'extrait de film, j'envoie des photos, essayer de les amener petit à petit comme ça. Par exemple, il y a un truc que je l'ai pas fait sur le dernier, mais je faisais une compilation de morceaux par personnage, qui ne sont pas forcément des morceaux du film, mais qui sont des morceaux qui peuvent plonger dans un état que le personnage pourrait avoir à retrouver. Et je demandais à chacun, s'il vous plaît, une fois par jour, c'était des compiles d'une demi-heure, hein, vous vous asseyez et vous l'écoutez. Ce qui est quand même pas très très dur à faire comme boulot. Et en fait, ça marche vachement bien. Parce qu'on peut arriver le jour du tournage sur une scène, je dis tiens, je voudrais que tu réécoutes tel morceau. Et la musique est beaucoup plus parlante parfois que 1000 mots laborieux que je pourrais essayer d'exprimer. Quand cette préparation marche, après sur le plateau, il y a 2-3 jours qui sont un peu compliqués parce qu'on essaye de se dire ok, quand on fait une première prise et on dit couper, on a à peu près 1 minute avant qu'on lance la deuxième. Donc, quels sont les mots qui vont résonner chez l'acteur ou chez l'actrice pour repartir immédiatement. Et là, on apprend à connaître son acteur ou son actrice. Il y en a, ce seront des mots psychologiques, il y en a, ce seront des mots beaucoup plus sensitifs, il y en a, ce seront des gestes, etc. Et après, au bout de 3 jours, on sait comment il fonctionne et on sait quel est le meilleur langage à utiliser. Et après, une fois que tout ça est fait, globalement, ça se résume à plus vite, plus lentement, à droite, à gauche. Enfin, le gros du travail est fait, en fait. Oui, bonjour. Alors moi, je me demandais plutôt une question sur Nocturama. Du coup, c'est écrire sur un attentat, qui est quand même un sujet assez touchy en soi. Et je me suis demandé comment est-ce que, comme le film est un peu entre la réalité et le fantasme, à l'écriture, est-ce que vous vous êtes brimé ? À qui est-ce que vous avez parlé en fait pour parler de ça ? Quel livre vous avez lu par exemple ? Je ne sais pas. J'avais découvert à cette époque un sociologue allemand qui s'appelle Wolfgang Sowski, qui a fait une trilogie, L'ère de l'épouvante, Histoire de la violence, etc., qui étudiait un peu des cas comme ça. Ça m'avait beaucoup plu. Après, j'avais un peu, où je connaissais bien l'histoire de la bande Abadère, Ulrich Meinhof, des choses comme ça. Mais après, c'est pas un copier-coller, je veux dire, dans le sens où on n'est plus en 78, on était en 2010. Et voilà, je me suis plutôt inspiré de ça. Après, est-ce que je me suis brimé ? Non. Je sais que la tour qui explose, dans le scénario, c'était la tour de TF1. Mon producteur m'a dit, écoute, je suis en train de leur vendre un film de Valérie Lemercier, si tu pouvais changer. Donc voilà, après j'ai mis la tour totale, et puis il a un peu paniqué du procès, donc je crois qu'on a mis global, un truc comme ça. Ouais. Mais non, à part ça, je me suis pas brimé, non. Ça n'a pas été un peu étrange ? Enfin, est-ce que vous avez eu le sentiment de vous faire rattraper par la réalité ? Non, mais c'est en fait, il y a cette année 2015, elle a commencé par les attentats Charlie Hebdo. Ce qui fait que moi, toutes mes subventions, genre CNC, avance sur recette et tout, personne ne voulait du film. On l'a fait sans d'ailleurs. Paris était en alerte rouge. Il y a une scène dans le film, mais je me demande encore comment on a pu la tourner. C'est l'explosion de la voiture place de la Bourse, parce qu'on l'a faite sans blocage. Blocage intermittent, avec des pompiers comme ça, etc. Mais bon, on m'a dit, si t'es content de la première prise, je t'en supplie, n'en fais pas une deuxième. J'étais content de l'explosion. Le truc que j'avais oublié, c'est que la place de la Bourse, l'immeuble juste au-dessus, c'est l'AFP. Et on ne les avait pas prévenus.
Donc à un moment, j'ai vu passer des dépêches 1 heure après comme ça, et j'ai envoyé mon directeur de production. J'ai dit, tu montes au 6e étage, tu dis c'est du cinéma. Bon, ça c'était la première chose, mais c'est certain que quand j'ai vu ces attentats du 15 novembre, que j'ai vu le côté simultanéité, que le lendemain il y avait des trucs, on a retrouvé les téléphones dans les poubelles, je me suis dit ça va être compliqué de dire que ça n'est pas un commentaire. Surtout que, bon, pour les gens qui connaissent le cinéma, on sait que c'est très long de faire un film, mais pour le spectateur lambda, il ne sait pas cette temporalité. Et dans la tête de beaucoup de gens, il y a eu les attentats, et après j'ai écrit mon film. Donc ils sont allés voir le film, enfin pas si nombreux que ça d'ailleurs, mais ils espéraient en allant voir le film que j'allais leur expliquer quelque chose par rapport, alors que c'est pas du tout le sujet. Enfin, donc c'est pour ça qu'il y a eu une espèce de temporalité difficile sur la réception et qu'il a fallu du temps pour qu'il soit vu pour ce qu'il est. Mais oui, j'ai eu la sensation de me faire un petit peu rattraper. Les motifs de désir de faire sauter ne sont pas les mêmes. Il y a quand même le désir de faire sauter, oui. Bonjour Bertrand, merci pour votre visite. Alors moi j'ai une question. Ça fait 3 films que vous explorez une thématique plutôt commune, c'est-à-dire celle d'une jeunesse en face de ses angoisses et de ses aspirations. Tout ça vient en partie de votre film, me semble, qui vous a beaucoup inspiré et pour qui, je pense, ces films sont en majorité dédiés. Je voulais savoir, est-ce que ces thématiques pourront encore résonner en vous quand votre fille aura atteint un âge adulte, ou est-ce que vous pensez que vous avez fait peut-être le tour de la question et que vous vous consacrerez à autre chose? Non, là, je pense que j'ai fait. Je dis pas que j'ai fait le tour de la question. Moi, en tout cas, là, cette trilogie, là, j'arrive au bout. J'étais très content avec Coma dans le sens où Nocturama et Zombie Child sont des films qui sont plutôt des films d'observation. Et Coma, c'est comme si je faisais un pas de plus pour aller à l'intérieur de son cerveau, etc. Là, je crois qu'il faut que je passe à autre chose. Là, ouais. Vous aviez parlé tout à l'heure de fidélité au scénario et le fait que les attentats du 13 novembre sont intervenus en plein milieu du montage. Est-ce que pour ce film-là, du coup, il y a eu moins de fidélité au scénario de base? Est-ce que ça a impacté le montage? Est-ce que vous avez retourné des scènes? Enfin, voilà. Alors, ça a été une question qui s'est posée dès le 16 novembre. J'ai été obligé de montrer, enfin j'ai été obligé, c'était tout à fait légitime, hein, de montrer à mes partenaires financiers, enfin surtout les vendeurs, les distributeurs, le film, pour qu'on parle de ça. Est-ce qu'on modifie des choses ou pas? Et à la fin de la projection, on a décidé de ne rien modifier. Parce que c'était quand même, on ne pouvait pas retourner, etc. Et en fait, il aurait fallu tout modifier, enfin, c'était compliqué. Donc on a décidé de ne rien modifier en se disant, on espère que d'ici la sortie, on arrivera à faire comprendre que ce n'est pas un commentaire. Ça n'a pas été possible. La seule chose, c'est que le film, à l'origine, s'appelait Paris est une fête. Il s'est appelé pendant 5 ans Paris est une fête. Et que quelques jours après les attentats, le livre d'Hemingway et donc l'expression, enfin le titre Paris est une fête est devenu un symbole de Paris restons libres. Donc là évidemment c'était un piège total d'appeler le film Paris est une fête parce que alors là c'était souligné que ce serait un commentaire. Donc la seule chose sur laquelle on était tous d'accord c'était changeons de titre mais ne changeons pas de film. Et du coup Nocturama est arrivé quand, comment? Alors c'était très compliqué. Quand on vit avec un titre pendant 5 ans, c'est vraiment... je savais que j'avais quelques mois pour trouver, il m'a fallu 3 mois. J'ai tenté plein de choses, tout me semblait surligné ou alors à côté de la plaque, etc. Et après, j'ai épluché toute ma discothèque, qui est assez colossale. Et Nocturama est le titre d'un album de Nick Cave, qui n'est pas son meilleur. Mais j'aimais bien. Alors Nocturama, en fait, c'est une espèce comme un zoo où on met les oiseaux de nuit comme ça. Un Nocturama. Et je pensais que c'était un mot qu'il avait inventé. Donc, mais je trouvais que dans un genre très différent, ça pouvait fonctionner avec le film. Donc j'ai juste écrit une lettre pour lui dire est-ce que ça vous embête si je prends comme ça? Il m'a dit mais c'est pas un mot que j'ai inventé, c'est lui qui m'a dit que ça existait. Donc, et quand il m'a dit ce que c'était, je me dis ça va bien avec le film. Ouais. Ça rend le film encore un petit peu plus fictionnel, moi je trouve. Donc je pense que c'était assez utile à l'époque. Moi j'ai peut-être une question. Ce qui est quand même impressionnant dans vos films, c'est qu'ils sont très documentés, j'ai l'impression en tout cas. Une scène me vient à l'esprit, c'est dans Saint-Laurent,
il y a cette magnifique scène dans les ateliers, dans l'atelier de couture, qui souvent, chez d'autres cinéastes, quand on veut être vraiment très proche quand on veut vraiment être proche de la réalité, ben on se perd un peu là-dedans et on perd le côté organique dont on a parlé tout à l'heure. Comment est-ce que vous faites cet équilibre entre la véracité de ce qu'on voit et puis le côté organique de votre cinéma? Alors c'est vrai que j'aime beaucoup me documenter, je le fais peut-être aussi un peu par peur. C'est toujours très rassurant de se documenter, de se dire je connais je connais la vérité, je sais comment on fait une robe par exemple. Mais là, dans ce film-là, par exemple, c'est peut-être un des films les plus documentés sur la première partie. Le vol de Semtex a réellement eu lieu à Lyon, etc. Les passages dont je parle existent. C'est hyper juste géographiquement. On peut passer de tel endroit à tel endroit. Enfin, tout est extrêmement. Et là, je cherchais presque de l'hyper-réalisme dans la documentation pour pouvoir faire passer quelque chose de très fictionnel dans la mise en scène. C'est comme ça que j'avais pensé cette première partie. Mais voilà, c'est ça, c'est d'être le plus précis possible pour se laisser encore plus de liberté à la mise en scène, sachant que dans le sujet, il y a de la précision. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en faisant rétrospectivement, vous pourriez faire chacun des films que vous avez réalisés? Je pense qu'il y a très peu de films que j'ai faits que je pourrais faire aujourd'hui, pour des raisons différentes, pour des raisons... On a évoqué, quand on en a parlé, de réappropriation culturelle qui fait que Zombie Child, aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir le faire. Saint-Laurent, en tant qu'hétérosexuel, raconter un amour homosexuel, c'est compliqué. L'Apollonide, c'est sûr que non. Un homme qui filme 12 femmes, enfin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le male gaze. Tirésia, un film sur un transsexuel, n'étant pas moi-même en transition, enfin, c'est compliqué. Voilà, on est dans une période où on demande de plus en plus d'être à la bonne place pour avoir le bon regard. C'est pas quelque chose avec lequel je suis entièrement d'accord, mais ça existe, une réalité. Là, je suis en train de finir un film dont le personnage principal est une femme qui est dans chaque plan, qui est assez doux. Je vois qu'en commission, il y a des scènes, on se dit, mais elles ne peuvent pas être filmées par un homme. Pourtant, c'est pas du tout un film sexuel, etc. C'est d'où tu regardes une femme, etc. Bon, c'est des débats qui sont arrivés petit à petit, qui progressent. Beaucoup viennent des États-Unis, qui sont toujours un petit peu en avance sur la France là-dessus, parce qu'ils ont des universitaires, des chercheurs d'assez haut niveau qui travaillent depuis plus longtemps sur ces questions-là. Mais on sait que ça risque de progresser, de provoquer un clivage aussi, sur des gens qui disent oui, mais ça veut dire quoi être légitime? Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne crois pas du tout au regard masculin, je crois au bon regard. Enfin, ce qui est, quand on repense à cette histoire de male gaze, qui vient de Laura Mulvey de 1975, bon, c'est un mot qu'elle a utilisé une seule fois. Elle parle de Hitchcock. Moi, j'ai fait un entretien avec Laura Mulvey pour Arte. Elle parle de Hitchcock, elle parle de Vertigo. Et en fait, là où je comprends ce qu'elle dit, mais je ne suis pas d'accord, c'est que dans Vertigo, James Stewart n'est amoureux de Kim Novak que quand elle n'est pas réelle, que quand elle n'est pas elle-même, que quand elle est une image. Donc en fait, ce que Laura Mulvey critique, c'est pas la mise en scène de Hitchcock, c'est le sujet d'Hitchcock. C'est comme si je disais, moi je n'aime pas Apocalypse Now parce que je n'aime pas la guerre. Donc voilà, il faut et j'ai eu un débat l'autre jour avec quelqu'un que je ne nommerai pas, mais sur David Lynch, que moi je trouve aujourd'hui être un des plus grands féministes du cinéma américain. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a peu de cinéastes qui offrent à des femmes des partitions aussi dingues, aussi folles, et que c'est ça son métier. Sauf que c'est vrai que dans ces films, les femmes se font maltraiter, violer, sont terrorisées. Twin Peaks, là-dessus, ne parle que de ça. Enfin, je parle du film Firewalk With Me. Laura Dern dans Inland Empire, ce qui lui fait subir, c'est fou. Sauf que la partition d'actrice qu'il lui offre, jamais personne ne lui offrira ça. Enfin, donc il a quand même une manière de la regarder avec tellement de générosité, tellement d'amour, que voilà, est-ce qu'on parle du sujet ou est-ce qu'on parle du regard? Ça revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure sur la pornographie. Je veux dire, est-ce qu'on est pornographique parce qu'à un moment il y a une éjaculation faciale ou pas? Oui, mais c'est parce que
moi, je redoute un cinéma qui devient de plus en plus normatif, là où je pense, si on parcourt votre filmographie, la norme est quelque chose que vous, de film en film, vous faites imploser, en tout cas que vous remettez en question. Je pourrais mettre, si je dois mettre une étiquette sur votre cinéma, il serait plutôt un cinéma queer. C'est-à-dire que moi, il m'a permis de découvrir des thématiques sur une identité trans à une époque où ça ne se voyait pas ou très peu au cinéma. Pareil sur la pornographie, parce qu'on questionne un genre, on questionne une filiation, on revient, enfin, Jean-Pierre Léaud, il transcende toute une histoire du cinéma juste à travers lui aussi. La Polonide, pour moi, est foncièrement féministe. Saint-Laurent, on est, enfin, je veux dire, l'organicité du couple amoureux, elle transcende l'écran, et on peut avancer comme ça de C'est qu'en fait, et c'est tout le sens, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu comme hier, mais tout le sens de la dernière lettre que j'écris à ma fille, où en gros, je lui dis, tu seras plus libre, peut-être plus seul dans la marge que dans le centre. Depuis que moi je suis adolescent, j'ai toujours préféré la marge. Alors ce que vous appelez queer, moi j'appelle ça la marge, c'est-à-dire c'est les gens qu'on veut pas voir, sauf que c'est là qu'il se passe des choses. Pour moi, c'est là au centre, bah, il n'y a pas beaucoup de place, il ne se passe pas grand-chose, c'est plus et la marge, mais la musique marginale, les gens marginaux, etc. m'ont toujours beaucoup plus passionné, intéressé. Je me suis toujours senti plus vivant. Qu'elle soit sexuelle, intellectuelle, affective. Enfin, c'est une manière différente. Et on rencontre des gens plus seuls aussi. Hein. Mais donc, du coup, on a un rapport beaucoup plus fort avec eux. Donc, à un moment, quand j'ai enchaîné le pornographe, Thierry, etc., tout le monde m'a dit, cinéaste qui s'intéresse à la sexualité. Ça, non, c'est pas ça. C'est plus à la marge qu'à la sexualité. J'avais juste une question par rapport à Nocturama et à un constat que je trouve assez désespéré par rapport à la jeunesse et par en fait qu'il y a une... Il n'y a pas vraiment une... On parlait de génération grise, vous parlez de génération grise, et l'idée de ne pas avoir une dimension idéologique, ici, ils revendiquent peu de choses. Et une fois qu'ils ont fait... une fois que la rébellion est passée... Ils ne savent plus quoi faire. Oui. Ils sont tous perdus. C'était vraiment un des sujets du film. Hein. Et ils ne résistent pas. Ouais. C'est-à-dire que je parlais de Ulrich Meinhof, par exemple. Moi, je regarde des entretiens d'elle quand elle a 19 ans. Mais on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais son discours est une construction folle. Et alors, je fais une toute petite parenthèse, mais on m'a demandé dans un débat sur Coma quelle était la différence pour moi entre la jeunesse de Nocturama et celle de Coma, et j'ai répondu 6 ans. C'est-à-dire que le monde change en 6 ans. C'est pas que et forcément le regard de la jeunesse aujourd'hui, je réécrirai jamais Nocturama par exemple, parce que je pense pas que ces jeunes que j'ai montrés, c'est plus ceux que je vois. C'est ceux que j'ai vus, mais c'est plus ceux que je vois. Parce qu'en 2011, 2012, c'était compliqué d'avoir une pensée peut-être un peu plus claire. Il y avait ces doubles désirs, à la fois d'être anticapitaliste, mais aussi de faire partie du système. Enfin, il y avait cette dualité très forte. Aujourd'hui, quand moi je vois des jeunes de 18-20 ans, ils sont beaucoup plus construits, hein, ils sont beaucoup plus concernés, beaucoup plus au courant. Beaucoup plus armés aussi, armés pour faire face à des choses désagréables. J'ai l'impression que ce n'était pas le cas avec des gens du même âge il y a une dizaine d'années. Oui, ça me rappelle aussi les événements qui ont été assez récents au Brésil, ou ce qui s'est passé au Capitole, avec une sorte de rejet d'un monde qui ne propose plus d'avenir. Mais je trouvais ça... C'est voir le fait qu'à un moment, ils ne résistent plus. Dès que la première phase est passée, la deuxième partie du film, c'est une sorte de chute inéluctable. Parce qu'en effet, après l'euphorie de l'explosion, il y a le vide. Dans leur cas, hein, c'est vraiment... c'est pas génial, maintenant on va faire une revendication, ils ne savent même pas quelle revendication faire.
Mais c'est ça le vrai désespoir pour moi. C'est aussi ça le sujet du film. Alors, je vais répéter quelque chose que j'ai dit hier, mais quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui, depuis qu'il est né, on lui dit clairement que le monde de demain sera pire que celui d'hier. Voilà, donc entre le chômage, l'économie, la séparation de plus en plus grande entre les riches et les pauvres, l'écologie, le terrorisme, la montée des extrêmes de plus en plus forte chaque année, enfin dans tous les pays. Enfin donc voilà, c'est sûr que c'est hyper difficile de se projeter, hyper difficile. Coma pour moi est très léger, ceci dit. Enfin, Je suis d'accord. Voilà. Comme c'est un film qui fait un constat sombre, j'avais envie de le faire d'une manière un peu légère et pop et excentrique et avec des blagues et des conneries. Oui. Avec beaucoup de liberté. Est-ce que je trouve aussi très palpable sur Zombie Child, ou même ici, sur Nocturama. Là, l'humour, il est dur à trouver. Hein. Alors, je ne parle pas d'humour, mais je parle de liberté. Oui. Et de liberté créative. Et est-ce que vous avez l'impression que de film en film, vous parvenez à gagner une liberté, ou est-ce que ça reste, par contre, une lutte? Non, c'est de plus en plus une lutte. C'est de plus en plus une lutte pour plein de raisons. Il y a de plus en plus de formatage. Qu'il faut quand même ne pas mettre de côté la puissance et la place qu'a pris la série dans le monde audiovisuel général. Et donc la manière de raconter une histoire, que en fait, qu'est-ce qui compte dans la série, c'est tout de suite de poser l'enjeu, le personnage, le récit. On ne sait jamais qui met en scène, hein, donc l'importance du sujet aujourd'hui est encore plus forte qu'auparavant. Donc arriver à sortir de ces choses-là est de plus en plus compliqué. Après, c'est toujours lié un peu au budget du film. C'est sûr que quand je fais Coma à 200 000 €, je fais ce que je veux, quoi. Celui que je fais qui coûte 7 millions, c'est beaucoup plus difficile de se battre pour continuer à avoir de la liberté. Il faut vraiment, on a l'impression, des fois j'arrive à des rendez-vous et ils me regardent malgré mon âge, quoi, comme si j'étais un gamin de 14 ans qui allait faire une connerie. Enfin, c'est bon. Je vous avais à l'époque de Nocturama posé la question, comme vous avez composé la musique vous-même, vous composez, voilà, de savoir si le compositeur et le réalisateur étaient en bon dialogue. Alors, ils s'entendent beaucoup mieux que le réalisateur et le producteur. Voilà, c'était ça la question qui allait non, suivre. c'est un très bon dialogue parce qu'en fait, je fais la musique pendant l'écriture du scénario. Donc j'ai un bureau et puis après j'ai un petit studio. Et parfois, il m'arrive, quand je sens qu'une musique doit être dans une scène, d'arrêter d'écrire, de commencer à trouver des sons, des textures, de revenir là, etc. Donc j'essaie que ça dialogue réellement et surtout que ça dialogue très 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 tôt. D'arriver en salle de montage avec quasiment toutes les musiques. Après, je les retravaille, je les conforme et je les adapte aux scènes. Mais d'arriver avec la sonorité des scènes. Mon souhait étant que la musique soit narrative, dans le sens qu'elle raconte quelque chose. Autant que peut raconter un dialogue, autant que peut raconter une didascalie, et qu'elle ne soit pas du tout illustrative. Elle n'est pas là pour souligner une émotion ratée, mais elle doit s'inscrire. Et dans mes scénarios, il y a toujours marqué quand la musique commence et elle s'arrête. J'ai entendu Lelouch ce matin évoquer le fait qu'on ne peut plus faire du cinéma d'une même manière. Claude ou Gilles ? Claude Lelouch, pardon, oui, ce qui n'est pas pareil. Et donc Claude Lelouch qui évoque le fait qu'il est... Après, on peut penser ce qu'on veut en cinéma, mais qui évoque le fait qu'on ne peut plus filmer de la même manière parce qu'en fait, aujourd'hui, le spectateur est lui-même quelqu'un qui filme et qu'on s'adresse à des gens qui filment et qui, du coup, connaissent de manière peut-être même plus organique qu'autre chose le fonctionnement de ce qui reste du cinéma. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et est-ce que, du coup, vous avez conscience de qui est le spectateur par rapport à l'image? Il y a vachement de questions. Alors, je fais une petite parenthèse sur Claude Lelouch. J'ai volé une phrase de Claude Lelouch dans Le Pornographe. Et Jean-Pierre Léaud dit à un moment à la journaliste peut-être que vous pouvez trouver mes films pourris, mais il y a toujours 5 minutes dedans qui sont magnifiques. Et ça, c'est une phrase de lui. Et j'avais vachement aimé cette phrase. Je vois très bien ce qu'il veut dire, hein, c'est-à-dire que oui, en effet, tout le monde prend des photos, enfin, le rapport à l'image, comme ça, etc. Mais en fait, ça pose, j'ai l'impression que ça pose encore plus l'idée de qu'est-ce que c'est qu'une image de cinéma.
On vit dans un monde d'images, de flux d'images, et Coma, par exemple, parle aussi de ça. Hein, c'est pour ça qu'il y a tous ces registres d'images très différents, etc. Donc on a dès qu'on ouvre son ordinateur, YouTube, Instagram, machin, avec des images tout le temps. Et alors, une image de cinéma, on espère, en tout cas quand on essaie de la fabriquer, que ça n'est pas juste une image de plus, qu'elle est un petit peu différente. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est qu'elle est mise en scène. Parce que oui, les gens, ils filment, mais en fait, il n'y a pas de mise en scène. Donc de plus en plus, pour moi, mais là je me sens vraiment très très minoritaire, où je vais trouver 3 copains metteurs en scène qui seront d'accord, mais la mise en scène n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui, pour échapper vraiment à ce flow, à ce flux, mise en scène qui est très souvent absente de la série, puisque c'est pas le propos. Le propos, c'est le récit, les personnages. Donc voilà, et je pense que c'est de ça dont il veut parler. Parce qu'en plus, alors on peut penser ce qu'on veut des films de Claude Lelouch, mais c'est un cinéaste qui a toujours été très libre. Il n'a rien à foutre de rien, quoi. Il fait ce qu'il a envie de faire. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Nicolas.